Bonjour Baya, merci de venir participer au Didi Marathon Prévention. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Donc, Baya, tu es coach parental formé méthode Filiosa. C'est ça, C'est ça? D'accord. Et exactement. donc, pardon? Merci Jenny de m'accueillir ce Bah, matin. je t'en prie, merci beaucoup. Alors moi, j'ai trouvé intéressant d'avoir un éclairage justement d'un coach parental qui puisse nous parler justement comment la bienveillance déjà en étant inscrite à la maison, en fait, permet justement d'asseoir des bases de prévention aussi des violences sexuelles. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est que pour toi une éducation bienveillante ou peut-être que tu vas poser d'autres mots encore sur le type d'éducation qui peut favoriser justement un processus de prévention? Alors effectivement, je vais poser d'autres mots parce que je n'aime pas beaucoup le terme bienveillant, bien que bien sûr il est. Alors bienveillant, ça veut dire vouloir le bien. Mm. Et je ne connais pas de parents qui ne veulent pas le bien de ses enfants. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu, j'aime pas beaucoup ce terme de parentalité bienveillante ou d'éducation bienveillante parce que pour moi, tous les parents veulent le bien de leurs enfants. Par contre, j'aime mieux le terme de parents chercheurs ou de parents conscients. Bon, du coup, je vais l'expliquer juste après pourquoi je préfère le terme de parents chercheurs. Est-ce que tu veux que je l'explique tout de suite Oui, oui, ou... oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Alors, pour moi, c'est important. Alors, justement, pour l'éducation bienveillante, c'est quoi? C'est tout simplement une éducation qui est basée sur le respect des droits et des besoins de l'enfant et sur son écoute. Voilà, tout simplement. Alors, voilà, tous les parents sont bienveillants, veulent le bien de leurs enfants, mais tous les parents n'ont pas conscience, en fait, et ne connaissent pas tous les fonctionnements de l'enfant et les besoins de l'enfant. Donc, ce qui est important, c'est de savoir ça. Hein. Isabelle Filiosa dit toujours, il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a que des parents stressés et mal informés. Donc, l'idée, c'est voilà, c'est ce que j'essaye de faire le maximum, c'est d'informer, de donner le maximum d'informations pour que les parents soient conscients de ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant, de ses besoins et de comment y répondre. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, tu as créé en fait un programme sur les comportements difficiles en fait des enfants qui vient aider les parents, enfin, justement à mieux comprendre ce qui peut se jouer à l'intérieur d'un enfant. Est-ce que tu veux bien nous en parler, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis coach parental, donc je reçois les parents en individuel souvent hein, ou en famille dans mon cabinet. Et beaucoup de parents viennent en me disant mon enfant a un comportement difficile. Alors, c'est quoi? Ça peut être il s'oppose, il ne m'obéit pas, il me résiste, il fait des crises, il fait des colères, il chouine tout le temps, il ne veut pas se coucher. Enfin, voilà, c'est un gros paquet, hein, les comportements difficiles, mais globalement, voilà, c'est à peu près ce que les parents viennent dire. Alors, moi, ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est qu'un comportement difficile n'est qu'un symptôme. C'est comme ce que j'explique aux parents, c'est que quand votre enfant a de la fièvre, bon, vous lui donnez un petit Doliprane, puis quand ça persiste, vous vous dites, bah, peut-être qu'il faut que je l'emmène chez le médecin. Cette fièvre-là, c'est un indicateur, ce n'est pas la maladie elle-même. Mhm. Et c'est le médecin qui, avec ses compétences, va pouvoir diagnostiquer quelque chose. Alors, soit c'est un petit truc de rien du tout et ça va passer, mais ça peut être aussi quelque chose de plus grave. Imaginons une crise d'appendicite. Là, si on n'emmène pas chez le médecin, ça peut être grave. Donc, le comportement difficile, c'est exactement la même chose. C'est un symptôme. Donc, l'idée, c'est de faire justement comme le médecin. C'est pour ça que je dis que les parents sont des parents chercheurs. Je les encourage à prendre leur petite loupe et à chercher en fait ce qu'il y a en dessous du comportement difficile. Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que de manière générale, c'est ce que tu incites tout parent à faire? Enfin, parce que quelque part, ça crée un intérêt différent pour l'enfant. Enfin, on le regarde un petit peu différemment, on s'intéresse un petit peu plus à lui, ce par quoi il peut être traversé. Mais du coup, outre les comportements difficiles, est-ce que ça, c'est un peu une ligne que tu tiens dans tous les accompagnements en fait que tu proposes? Oui, absolument. C'est une ligne que je tiens dans tous les accompagnements que je propose. C'est de vraiment. Alors, déjà, je donne des informations aux parents sur ce qui peut causer des comportements difficiles des enfants. Donc, généralement, la première chose à regarder quand un enfant est difficile, alors on dit toujours un enfant difficile a toujours quelque chose à dire. Donc, qu'est-ce qu'il a à dire? Le problème, c'est qu'un enfant ne sait pas verbaliser.
où il sait peu verbaliser. Selon son âge, il va avoir du mal à verbaliser. Donc, c'est à nous aussi de savoir ce qui se passe et d'aller investiguer. Alors, la première chose qui crée des comportements, la cause principale qui crée des comportements difficiles, c'est le stress chez l'enfant. Le stress, c'est une réaction physiologique. C'est des hormones de stress qui sont envoyées au cerveau et qui font disjoncter une partie du cerveau qui n'est pas du tout mature chez l'enfant et après, il ne peut plus raisonner, il est en stress, il fait une crise, etc. Donc, qu'est-ce qui peut créer ce stress? La première chose, c'est qu'un de ses besoins primaires n'est pas satisfait. Alors, chez Filiosa, il y a une pyramide des besoins qui est beaucoup plus simple que celle de Maslow. Elle a 3 étages. La première, c'est des besoins physiologiques. Donc, est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a chaud? Et puis, il y a un besoin physiologique auquel on ne pense pas beaucoup, c'est est-ce qu'il a suffisamment bougé? Parce que le mouvement, c'est un besoin primaire qui est en bas de la pyramide. Donc, on est dans une société où on demande beaucoup aux enfants de s'asseoir, de ne pas bouger, etc. Or, un enfant de 4 ans a besoin de courir 4 km par jour pour se sentir bien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Ça, tu vois, c'est extrêmement intéressant parce que d'un point de vue du psychotrauma, on sait que les violences sexuelles en fait représentent un état de figement en fait dans le corps de l'enfant. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt sur image à un moment donné, un instant T, et qu'après, il doit retourner dans la vie, mais il ne peut pas y retourner comme avant, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un traumatisme, c'est un avant-après. Donc, s'il y a un enfant qui a eu un changement d'attitude radical, il est possible que ce soit aussi des violences sexuelles. Donc, c'est hyper intéressant, justement, que le parent il soit informé que son enfant il a besoin de mobilité, en fait. Oui, tout à fait. L'enfant, de toute façon, quoi qu'il arrive, a besoin de mobilité. Et effectivement, le stress, il y a les 3 réactions possibles au stress. Il y a l'attaque, la fuite ou le figement. Donc, quand un enfant est très figé, effectivement, il y a forcément un gros stress derrière. Alors, la deuxième étage de la pyramide, c'est l'attachement. Donc, l'attachement, c'est de l'amour, mais pas que. C'est aussi la disponibilité du parent. Le fait que l'enfant sente que son parent est disponible pour lui quand il en a besoin. On voit bien les enfants quand leurs parents sont sur leur téléphone ou qui passent un coup de fil et qui deviennent super agités, qui deviennent insupportables, c'est qu'ils sentent que le parent n'est pas disponible. Donc, il y a vraiment un besoin que son parent soit disponible pour lui. Et puis, le troisième étage qu'on ignore complètement dans notre société, c'est la liberté. La liberté, c'est un besoin fondamental de l'être humain. L'être humain a besoin d'avoir son libre arbitre et l'enfant est pareil. Il a besoin d'avoir son libre arbitre, de pouvoir faire des choix et de pouvoir justement, en rapport avec ça fait partie aussi de l'éducation qu'on peut donner à un enfant et qui peut prévenir les violences sexuelles, c'est de l'habituer à faire ses choix et à dire non et avoir le droit de dire non, en fait. Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais. Et puis à lui permettre vraiment de l'exprimer et aussi de nous rapporter les situations où il n'a pas pu dire non. Parce que ça, justement, c'est tout l'enjeu de cette nouvelle campagne de prévention, J'ai osé. Dans le clip de prévention, justement, l'objectif cette année, c'était d'expliquer aux parents, en fait, que parmi les secrets, il y a des secrets qui rendent joyeux, puis il y a les secrets qui rendent tristes. Et les secrets qui rendent tristes, il faut que l'enfant les confie. Parce que, justement, souvent, ça représente un intérieur et on sait qu'en fait dans la stratégie des auteurs de violences sexuelles il y a le verrouillage du secret, c'est-à-dire que l'adulte qui agresse un enfant il va faire en sorte que l'enfant n'en parle pas. Voilà. Et du coup, ça vient verrouiller ça. Donc, du coup, c'est intéressant, justement, cette pyramide, parce que ça rejoint vraiment, en fait, la façon dont on peut prévenir les violences sexuelles chez les enfants et la façon dont, par une éducation, on va dire, de parents chercheurs, parents conscients un peu, et du coup, ça va conforter finalement cette position de prévention et de permettre à l'enfant un peu de s'autoprotéger. Alors, on sait toujours que de toute façon, le meilleur rempart pour l'enfant reste le parent. Il faut dire la vérité, un enfant face à un auteur adulte, il peut rien faire. L'adulte en face, il sait exactement où il veut emmener l'enfant. L'enfant, lui, il est à 100 milieux de tout ça. Et du coup, si le parent, il est conscient de ça et s'il a mis en place à la maison des petites astuces déjà de communication avec son enfant, puis qu'il a des connaissances sur son développement,
bah, c'est sûr que du coup, ça favorise, quoi. Mm. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit conseil que toi, tu aimerais donner à tous les parents si tu avais un message clé à faire passer, tu vois, à tous les parents aujourd'hui, ce serait lequel, en fait, pour que, dans leur éducation, quoi. Oui, alors effectivement, c'est qu'une fois qu'on sait ce qui peut déclencher le stress de l'enfant, alors une fois qu'on a cherché, qu'on se dit, bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait un des besoins de la pyramide qui soit en cause. Ouais. Alors peut-être, on va chercher un petit peu plus loin, peut-être s'est passé quelque chose dans sa vie, alors peut-être c'est un déménagement, peut-être la séparation de ses parents ou un changement d'école ou quelque chose qui peut le stresser particulièrement. Si c'est pas ça, peut-être qu'il y a encore quelque chose derrière. Et comme je disais tout à l'heure, un enfant ne sait pas forcément bien verbaliser ce qui se passe, hein. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette posture, en fait, cette posture d'écoute et d'écoute empathique. Et ça, c'est vraiment la base vraiment de l'éducation positive et de l'éducation bienveillante. Alors, c'est quoi cette écoute empathique? C'est une façon d'écouter et de ne pas parler pour que l'enfant puisse parler, lui. Hein, il y a un ouvrage qui est génial là-dessus, c'est le fameux Faber et Maslich, hein, sur parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent. Et en fait, souvent, nous, en tant que parents, parce qu'on veut le bien de nos enfants, tout simplement, et quand un enfant vient avec un sentiment difficile en disant « Ah, j'en ai marre de l'école », imaginons que l'enfant est peut-être harcelé à l'école ou peut-être qu'il se passe quelque chose de grave. Et nous, on va avoir tendance à lui dire « Oh, mais non, ça ne doit pas être si grave que ça. Arrête de râler, tu râles tout le temps après l'école. » En fait, nous, parce que ça nous ramène à notre propre souffrance et aussi parce qu'on ne nous a pas autorisé, nous, à parler. Donc, on a ces réflexes-là de nier, en fait, quelque part, d'essayer de nier les émotions de l'enfant parce que les émotions nous font peur à nous aussi. Hein, on n'a pas été habitués, on n'a pas été élevés dans le respect des émotions. Donc, on a tendance à, pour se protéger nous-mêmes, mais aussi parce qu'on veut le bien de l'enfant, on va soit nier ses émotions et ses sentiments difficiles, soit essayer de le conseiller. « Ah, tu sais, tu devrais faire ci, et pourquoi tu ne ferais pas ci ?» Alors que l'idée, c'est simplement de ne pas parler et de l'écouter, en fait. Et ça, c'est vraiment une posture qui permet à l'enfant de s'exprimer ou alors simplement de rebondir sur ce qu'il a dit en disant « Ah, je vois vraiment qu'en ce moment, l'école, ça ne va pas du tout. » Et c'est tout. Juste. Et en général, alors évidemment, il ne faut pas que l'enfant ait 2-3 ans. Et encore que si l'enfant a 2-3 ans, même s'il ne rebondit pas, il comprend que le parent valide son sentiment. Et ça, c'est hyper important que le parent valide son sentiment. L'idée, c'est pas de dire, l'idée, c'est pas de dire je suis d'accord avec ce que tu fais, parce que peut-être que l'enfant dit je me suis bagarré avec tel et j'ai cassé la gueule à machin. L'idée, c'est pas de dire ah génial, super. Non, de dire ah je vois qu'il s'est passé quelque chose et que tu as l'air vraiment en colère. Et simplement valider qu'il a des émotions et qu'elles sont légitimes. Et au lieu de dire ah mais c'est vraiment, t'aurais pas dû, c'est pas bien de se bagarrer, tu sais, la violence c'est pas beau. Et là, il se dit ah waouh, ce que j'ai ressenti, c'est pas bon, ça va pas. Maman me dit ou papa me dit que j'ai pas le droit de ressentir ça. Donc hop, il se coupe et la communication est coupée. Alors que si on dit simplement on valide, on lui dit ok, tu es vraiment en colère et je vois que tu es en colère. Et aussi montrer que la colère, c'est une émotion légitime qu'on a le droit de ressentir. Et là, quand l'enfant se sent légitimé dans son émotion, il a envie d'aller plus loin et il a envie de dire ce qui s'est passé. Alors que si on va plutôt lui faire la leçon, la morale ou nier son émotion, ça va complètement couper la communication et il racontera jamais rien. Bah vraiment, merci beaucoup. C'est hyper éclairant, je trouve, de pouvoir t'écouter et t'entendre. Après, moi, je lance quand même un petit appel aux parents qui ne sont pas à l'aise avec ça pour se faire accompagner. Parce que c'est vrai que ce métier de coach parental, il est récent, il est nouveau, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il est vraiment indispensable. Je voudrais un petit peu savoir, toi, ton point de vue, parce que j'imagine que les parents qui viennent te consulter, c'est peut-être des gens qui n'ont jamais fait de démarche autre avant, qui se sont sentis à un moment donné coincés dans ce qu'ils pouvaient vivre avec leurs enfants. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, bah oui, bien sûr, un enfant, il n'est pas avec un manuel, hein. Ouais. Voilà, quand l'enfant naît, il n'est pas avec le manuel de comment je fonctionne. Et puis, il n'y a pas de guide du parent parfait. D'ailleurs, encore une fois, il n'y a pas de parent parfait. Donc, on est encore dans une posture où beaucoup de parents pensent que c'est inné l'éducation et Mm. que ça ne s'apprend pas. Et que bah, si mes parents ont bien réussi à faire quelque chose, moi, je réussirais bien à faire quelque chose. Sauf que nous, nos parents, ils nous ont éduqués de manière traditionnelle, ils nous ont transmis une éducation qui est... Alors, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein. L'idée, ce n'est pas de leur jeter la pierre, pas du tout, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les neurosciences, on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Mm. Donc, ils nous ont éduqués comme ils pouvaient, avec ce qu'on croyait à l'époque de l'enfant aussi, hein, parce qu'on est une société qui est beaucoup basée sur les hypothèses de Freud. Et Freud, il dit que l'enfant est un pervers polymorphe et en gros, qu'il faut le mater, quoi. Alors que nous, coach parental, surtout ceux qui sont formés par Filiosa, on prend le modèle inverse, c'est-à-dire qu'on dit que non, l'enfant est un petit enfant qui a besoin de ses parents et il a besoin que ses parents satisfassent ses besoins. Et il est en rien pervers polymorphe ou qu'il n'a en rien besoin d'être maté, au contraire. Et qu'un comportement difficile. Donc, c'est vraiment un symptôme de quelque chose qui se passe mal. C'est pas qu'il fait un caprice, c'est pas qu'il a envie de tester ses parents ou de les enquiquiner, en fait. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une société qui est vraiment en mouvement par rapport à ça. Les parents sont un peu perdus parce qu'ils sont coincés entre leur éducation, ils ont souvent reçu une éducation autoritaire, et puis autre chose, parce qu'ils se rendent bien compte, surtout depuis 1989, déclaration de la Convention internationale des droits de l'enfant, où tout d'un coup, on leur a dit, mais l'enfant est une personne, l'enfant a des droits, donc il faut respecter les droits de l'enfant. Et donc, ça a changé beaucoup les mentalités. Les neurosciences également ont changé les mentalités. On dit de plus en plus, il faut respecter l'enfant, etc. Donc, ils sont un peu coincés entre ces deux postures, ils ne savent pas trop. Et c'est vraiment là que moi, je leur recommande d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un coach parental pour être conseillés, quoi. Pour être conseillés, parce que souvent, ils sont complètement désemparés devant des comportements qui sont violents, qui peuvent être violents de leurs enfants et même eux, parfois, ils sont figés, hein, ou alors ils sont dans l'attaque parce que ça les stresse. Et voilà, donc ils ne savent pas trop. Un coup, ils sont cool. Et puis quand ils voient que l'enfant déborde, hein, parce qu'eux, ils disent l'enfant me teste, mais en fait, l'enfant, il déborde, en fait. Hein. Et bah, du coup, ils vont aller de l'autre côté. Ils vont serrer un peu la vis en se disant, ah bah là, ça ne va pas du tout, donc je vais serrer la vis. Et du coup, ils sont tout le temps en ballottage entre je suis autoritaire, je suis laxiste, finalement, alors que l'idée, c'est d'être vraiment au milieu, quoi. Et du coup, ça, c'est vrai que ça crée des peurs supplémentaires, en fait, pour l'enfant quand il veut livrer sa parole. Hein. Parce qu'il se dit, qu'est-ce qu'on va me dire si ça se trouve, j'ai mal fait quelque chose. En plus, la plupart des auteurs de violences sexuelles, ils rendent l'enfant acteur, en fait, de ce qu'il va subir. Hein. Et donc, du coup, il peut très bien, l'enfant, se dire, mais si j'en parle, de toute façon, je vais me faire engueuler, je vais avoir une punition, etc. Enfin, ça peut aller très loin. Ou alors, il y a dans le processus inverse, mais il ne faut pas que je leur fasse de peine, ils vont être tristes pour moi, il ne faut surtout pas que j'en parle. Enfin, voilà. Et du coup, c'est vrai que plus le parent il peut adapter sa posture à la maison dans son rôle éducatif, et puis bah, mieux, en fait, l'enfant, il va pouvoir communiquer avec lui et peut-être lui dire, bah, tu sais, en fait, voilà ce qui s'est passé à l'école, voilà ce que m'a fait un tel, je voulais t'en parler. Voilà. C'est vrai que c'est un vrai enjeu beaucoup plus large, en fait, de manière générale, sur la prise en compte de l'intérêt de l'enfant et puis sa parole, quoi. Tout à fait. La première chose à faire quand un enfant vient avec quelque chose de difficile, alors que ce soit de l'ordre de la violence sexuelle ou pas, ça peut être autre chose. La première chose à faire, c'est vraiment de rester dans cette posture d'écoute, d'essayer de parler le moins possible et surtout de pas faire sentir à l'enfant qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne faut pas froncer les sourcils ou prendre une posture de « Ah, mais moi là, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé ».
Voilà, donc je prends l'exemple par exemple de ma fille, il y a 1 an à peu près, qui est venue. Alors moi j'étais en formation, du coup j'étais pas là, puis elle dit à son père, alors elle a un petit amoureux, et puis son petit amoureux, ben, il lui a touché la culotte. Alors elle l'a dit à son père le soir de manière un peu naturelle comme ça, et puis son père en fait s'est mis en colère, pas contre elle, mais contre le garçon, en disant oh mais ça va pas du tout, si ça continue, s'il refait ça, je vais aller voir ses parents et tout. Et ma fille s'est renfermée parce qu'elle aime bien ce petit garçon en fait, et elle n'a pas envie qu'il ait des problèmes. Et heureusement qu'elle m'en a parlé après, parce qu'elle sait que j'ai cette posture d'écoute et que je ne vais pas la gronder avant de savoir précisément en tout cas ce qui s'est passé. Et, et donc, elle me l'a redit, et je lui ai dit, mais non, bien sûr qu'on ne va pas aller gronder, on va pas aller le gronder, mais tu sais que, voilà, je lui ai expliqué du coup que c'était son corps et que personne n'avait le droit de toucher ses parties intimes et tout ça. Bon, je lui avais déjà expliqué, on a repris le truc, quoi, mais ça explique bien comment un enfant peut se fermer vraiment et ne plus parler par peur, en fait. Oui, tout à fait. Bah, vraiment, merci beaucoup. Puis merci de ce témoignage personnel, parce que c'est vrai que voilà, après, même les accompagnants restent des parents aussi, hein, quand ils ont des enfants. Donc, voilà, on est aussi traversé soi-même par cette réalité-là. Bah, vraiment, je te remercie. Donc, je mettrai l'ensemble de tes coordonnées, l'ensemble des informations aussi du programme, parce que je pense que ça pourrait vraiment servir à beaucoup de parents. Et puis, donc après, ils peuvent aussi avoir des consultations bah voilà, individuelles, hein, s'il y a des Oui, points tout à fait. plus délicats. Vraiment, merci beaucoup. C'était hyper éclairant, en plus avec la pyramide, etc. C'est des informations, je pense, qui vont permettre à l'ensemble des parents qui nous écoutent et puis d'autres personnes de pouvoir cheminer. Merci beaucoup, De sincèrement. rien, Et avec puis plaisir. bah, je vais continuer la suite du Didi Marathon Prévention. Et puis, on va bien voir où tout ça va nous emmener. En tout cas, ben, merci. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt, Jenny. Bon Merci courage. beaucoup.